C'est même pas du tout la même chose. Il n'y a plus de fuite des galaxies. Les galaxies sont fixes, ou dans un espace-temps qui n'est pas. D'accord ? Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et quand vous mettez tout ça ensemble, c'est-à-dire les équations d'Einstein pour les gravitations, en y insérant la loi de Hubble, eh bien, vous avez l'idée que l'univers observable dans le passé était plus petit et plus dense en énergie et en matière. Arrive un autre personnage très important qui est Gamow, qui montre que, quand on regarde dans le passé à partir des équations, l'univers observable devient plus petit, plus dense, mais également plus chaud. Il devient plus chaud, et c'est la condition d'ailleurs pour comprendre ce qu'on appelle la nucléosynthèse, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était la formation des atomes. Ils sont compliqués, je résume, mais en 1949, on a un modèle cosmologique assez cohérent, qui s'appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers. Et ce modèle d'évolution dynamique de l'univers, évidemment, intègre les observations, mais s'extrapole vers le passé par simple extrapolation dans le temps des équations d'Einstein. Et ce qu'on voit, c'est que plus on va loin dans le passé, plus l'univers est petit, et on finit par tomber sur ce qu'on appellera une singularité, c'est-à-dire un univers ponctuel. Alors un univers ponctuel, ça ne veut pas dire un univers qui arrive à l'heure, comme le croient encore mes étudiants, ça veut dire un univers qui a la taille d'un point. D'accord ? À ce point est associée une densité infinie et une température infinie. Et évidemment, on va associer la singularité à un instant zéro qu'on va assez rapidement assimiler à l'origine de l'univers. L'appellation Big Bang, vous connaissez son origine, c'est Frey-Lloyd dans une émission à la BBC, qui ne croit pas ce modèle, qui le raconte et le critique, et comme le journaliste qui l'interroge ne comprend pas ce qu'il dit, il résume son propos en disant c'est comme un Big Bang. C'est-à-dire c'est une théorie physique qui vient à l'appui de la genèse du judéo-christianisme. Et tout a commencé là. Nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, et il y a eu immédiatement une espèce d'amalgame entre le Big Bang et le Fiat Lux. Et le Big Bang est devenu l'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, l'environnement. Et la question « qu'y avait-il avant le Big Bang ?» était pour le coup une question métaphysique. Est-ce qu'on est vraiment sorti de ce schéma? Est-ce qu'en 2014, on ne continue pas de penser le Big Bang aux États? En 1992, quand l'astrophysicien anglais dont j'ai parlé a rencontré Jean-Paul II, à une époque où l'un et l'autre pouvaient encore parler, la discussion qu'ils ont eue s'est terminée de la façon suivante. Le pape a dit à Stephen Hawking, Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang, c'est pour vous, ce qui est avant, c'est pour nous. Authentique. C'est-à-dire la séparation que j'expliquais tout à l'heure entre la transcendance et l'immanence. À nous l'immanence, les physiciens. À vous, la transcendance. Donc c'est évidemment intéressant. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à ce questionnement métaphysique. Il est intellectuellement intéressant. La question est, est-ce qu'il n'a pas été amorcé de façon prématurée? C'est-à-dire, est-ce qu'il rend justice à ce que nous savons aujourd'hui de la cosmologie? Et ce que je vais vous montrer, c'est non. Mais pour des raisons triviales, que vous êtes capable de comprendre, même si vous n'êtes pas du tout versé dans ces questions. C'est que la théorie de la relativité générale est une théorie de la gravitation. C'est tout bête. C'est une théorie de la gravitation et seulement de la gravitation. Et donc, quand vous faites l'extrapolation vers le passé, qui vous montre que dans le passé, l'univers était plus petit, plus chaud, plus dense, tout va bien. Tout va bien.
tant que la gravitation est la force qui domine à l'échelle cosmologique. Mais plus vous allez dans le passé, plus l'énergie des particules augmente. Et arrive un moment où l'énergie des particules est tellement élevée que vous ne pouvez plus négliger les effets consurels des autres forces fondamentales, à savoir la force électromagnétique et les deux forces nucléaires, la faible et la forte. Donc vous pouvez toujours faire vos calculs, qui seront mathématiquement justes et physiquement faux. Parce que vos calculs ne décriront pas les phénomènes physiques que subissent les particules lorsqu'elles ont des énergies très élevées. C'est tout simple. Quel est le moment en deçà duquel on n'a plus le droit physiquement de négliger l'effet des autres forces? C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et donc, la cosmologie aujourd'hui nous permet de raconter l'histoire de l'univers depuis le mur de Planck jusqu'à aujourd'hui. Et le mur de Planck, ce n'est pas l'origine. Au moment du mur de Planck, l'énergie moyenne des particules, c'était l'énergie d'un TGV en circulation. Chaque particule avait l'énergie d'un TGV, ce qui crée une certaine ambiance. On est absolument incapable en laboratoire de reproduire cette ambiance. Quelle est l'énergie des protons du LHC? L'énergie des protons du LHC, c'est la plus grande énergie fonctionnelle des particules. En laboratoire, c'est quelques téraélectronvolts, c'est-à-dire l'énergie d'un moustique en vol. Les collisions du LHC reproduisent les conditions physiques qui existaient dans l'univers lorsque l'énergie moyenne des particules était celle d'un moustique en vol. Vous voyez que d'un point de vue énergétique, on est bien après le mur de Planck. Il s'en faut de beaucoup d'ordres de grandeur entre un TGV et un moustique. C'est des dizaines d'ordres de grandeur. Et donc nous sommes très loin en laboratoire de pouvoir reproduire les conditions physiques du mur de Planck. Mais nos équations permettent de boucher le trou. Alors on peut leur faire confiance, on ne peut pas leur faire confiance. C'est une question de point de vue. Et ce que je veux dire, c'est que les possibilités d'expérimentation sont très limitées par rapport à nos possibilités spéculatives. Alors, comme vous le savez sans doute aussi, on fait le postulat en physique, et on a beaucoup d'arguments pour le défendre, que les lois physiques n'évoluent pas. L'univers évolue selon les lois physiques qui n'évoluent pas. Ça se voit par le fait que le paramètre temps qu'on met dans les équations ne dépend pas du temps. Les lois physiques ont une validité qui ne dépend pas de l'instant auquel on les applique, qui permet à votre four micro-ondes de marcher tous les jours. Parce que si les équations de Maxwell changeaient tous les jours, ils marcheraient de temps en temps dans le four. Okay. Donc le fait qu'ils marchent tous les jours est la preuve que, au moins sur une période assez courte, les équations n'ont pas évolué. Et donc, d'ailleurs, ça avait l'air qu'Einstein. Comment se fait-il que les lois physiques puissent demeurer les mêmes alors que l'univers évolue? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'évolution de l'univers et l'invariance des lois qui pilotent son évolution? Et la bonne réponse à cette question, c'est que ce qui évolue quand l'univers évolue, ce ne sont pas ses lois, ce sont ses conditions physiques. Et du coup, si vous recréez dans un petit volume d'espace-temps aujourd'hui les conditions physiques de l'univers primordial, par des collisions de protons par exemple, vous allez recréer dans ce petit volume les phénomènes physiques de l'univers primordial, puisque les lois physiques sont les mêmes. C'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs. On a découvert le boson de Higgs, on a clamé qu'il existe dans l'univers, ce qui est faux. Dans l'univers, il n'y a plus de boson de Higgs. Il n'y en a plus. L'univers est trop froid, il n'y a plus assez d'énergie pour créer le boson de Higgs, c'est très lourd. Par contre, ce qui reste, c'est le champ de Higgs, le champ quantique qui lui est associé. Ce champ n'a pas assez d'énergie pour matérialiser des bosons, et donc les bosons de Higgs sont là virtuellement dans le vide. Ils sont complètement endormis,
Parce qu'ils n'ont plus l'énergie qui leur permet d'avoir leur MC carré. Ils ont une énergie qui est plus faible que leur énergie de masse. Donc ils sont complètement endormis comme des belles oies dormantes. Alors comment les réveiller? En faisant une collision, ils produisent l'énergie à l'endroit où ils sont, ils avalent cette énergie. Ils avalent l'énergie MC carré, M étant leur masse, ils deviennent réels, et comme ils trouvent ça bien, ils avalent un peu d'énergie cinétique et ils sortent du vide. C'est comme ça qu'on les voit. Donc on les a pas créés en fait, on les a réveillés. Donc, et on a fait apparaître donc dans ces collisions des objets physiques qui n'existent plus dans cet état-là dans l'univers. Ok? Et vous voyez que c'est le plus loin qu'on puisse aller dans le temps d'un point de vue expérimental. Et le boson de Higgs, ou la mesure de symétrie